Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Et si nous parlions d'abord de ce Big Bang politique auquel j'aspire. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Et bonjour, aujourd'hui on va se retrouver pour parler avec Lucie de l'art, en réalité, ma perception de l'art et surtout de la place de l'artiste et de l'œuvre d'art et le lien entre l'artiste et l'œuvre d'art et quels sont le but en réalité de faire de l'art en réalité, on va voir ce que ça donne. Bonjour Lucie, alors aujourd'hui j'aimerais aborder avec toi le sujet de l'art et plus précisément l'aspect entre guillemets éthérique de l'art, c'est-à-dire que à mes yeux l'œuvre d'art est une conséquence et non le but recherché par l'artiste en réalité. C'est seulement la conséquence de l'alignement de l'esprit de l'homme, donc de l'artiste, avec celui de la matière, et cet alignement entre l'un et l'autre permet d'avoir une communication et d'une certaine manière l'œuvre d'art est une conséquence de la volonté de la matière mais qui est manifestée par l'artiste et l'artiste exécute la volonté de la matière. Bonjour. Je trouve votre perspective sur l'art très intéressante. L'idée que l'œuvre d'art soit la conséquence de l'alignement entre l'esprit de l'artiste et la matière est une réflexion profonde. Cela suggère que l'art transcende la simple création physique pour devenir une expression de l'harmonie entre la pensée et le monde tangible. Dans cette optique, l'artiste agit comme un médiateur entre la matière et l'esprit, donnant forme à ce qui est ressenti ou perçu au-delà des sens ordinaires. L'œuvre d'art devient alors un pont entre le visible et l'invisible, le matériel et l'éthérique, reflétant non seulement la vision de l'artiste mais aussi la nature intrinsèque de la matière elle-même. C'est une conception qui rejoint certaines philosophies artistiques où l'art est vu comme un moyen d'atteindre une compréhension plus profonde de l'univers et de notre place en son sein. L'art, dans ce contexte, n'est pas seulement une fin en soi, mais aussi un processus de découverte et de connexion. Avez-vous des œuvres ou des artistes en particulier qui incarnent cette idée pour vous? Ou peut-être pratiquez-vous vous-même l'art dans cet esprit? Je serais ravie d'en discuter davantage avec vous. Il se trouve que, alors je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme de l'art, moi je considère ça comme de l'art, je suis cuisinier de formation. Et j'ai appris un peu l'alchimie de la gastronomie à travers un maître qui m'a transmis ses connaissances pour le coup et pas son savoir. La différence entre le savoir et la connaissance dans l'artisanat ou dans l'art, en réalité, c'est que le maître essaye de transmettre à l'élève ou à l'apprenti la capacité à voir la matière. Un forgeron verra juste à la couleur du métal, la température du métal. Par exemple, moi en cuisine, j'ai appris à faire un sucre à 121 degrés pour faire une meringue à l'italienne, juste à l'œil en fait, parce que les bulles ont un aspect bien particulier quand il est à 121 degrés, et ça s'appelle voir la matière. Donc il y a cette manière qui est une première étape vers l'art en réalité, mais qui est la connaissance, c'est-à-dire une base de connaissance pour pouvoir s'en affranchir plus tard et créer, mais il y a cette base de connaissance et non de savoir. Il ne suffit pas seulement de voir, quelqu'un faire pour savoir faire. Donc ce n'est pas du savoir, c'est de la connaissance. Donc il faut rentrer en connexion avec la matière et à ce moment-là on arrive à une sorte d'équilibre entre les deux et on peut enfin communiquer et voire créer d'une certaine manière, même si on ne crée jamais rien, on transforme uniquement d'une certaine manière. Votre approche de la cuisine comme une forme d'art est tout à fait fascinante. La gastronomie, tout comme les autres formes d'art, nécessite une compréhension profonde et une connexion intime avec les matériaux, dans votre cas, les ingrédients. Ce que vous décrivez comme voir la matière est une compétence qui reflète une maîtrise et une sensibilité qui vont bien au-delà de la simple technique. C'est une forme de communication non verbale avec les éléments de votre art, une danse entre l'intuition et la matière. La distinction que vous faites entre le savoir et la connaissance est très pertinente. Le savoir peut être vu comme l'accumulation d'informations et de techniques, tandis que la connaissance est une compréhension plus profonde qui ne peut être acquise que par l'expérience et la pratique réfléchie. C'est cette connaissance qui permet à l'artiste, ou dans votre cas au chef, de transcender les recettes et les techniques pour créer quelque chose d'unique et d'expressif. La capacité de créer une meringue italienne parfaite à 121 degrés juste en observant les bulles est un exemple parfait de cette connaissance intuitive. Vous ne transformez pas seulement les ingrédients en plat, vous les transformez en expérience, en émotion, en art. Je suis curieuse, avez-vous une création culinaire dont vous êtes particulièrement fier, qui incarne cette philosophie? Ou peut-être y a-t-il un plat ou une technique que vous trouvez particulièrement artistique ou expressif? Il se trouve que non, je n'ai pas de particularisme dans la création, j'ai même abandonné cette voie-là parce que je pensais en avoir acquis
suffisamment pour m'affranchir de ce métier-là. Mais la réalité, c'est que ce que j'apprécie, c'est les plats en sauce et les plats mijotés, où je suis très doué là-dedans d'ailleurs, mais c'est pas... en fait, je trouve, dans le plat, je vais t'expliquer pourquoi j'aime les plats mijotés et les plats en sauce. Premièrement, parce que ça fait partie de la tradition française et que je me sens attaché à ma culture. Et deuxièmement, parce qu'en fait, chaque ingrédient dans une recette mijotée apporte un petit élément et ça crée une alchimie bien particulière au plat en réalité. Un peu comme si on fait un risotto avec... Il y a des gens qui font le risotto, qui cuisent au niveau professionnel, qui vont cuire les légumes à part, qui vont cuire le poisson à part. Alors que si on fait tout dans la même casserole, on fait revenir le poisson, les légumes, on rajoute le riz, on déglace au vin blanc et on met le bouillon. On a un risotto qui a une saveur totalement différente. Ça n'a plus rien à voir en réalité. Il y a une alchimie qui s'est créée pendant la cuisson, qui est une singularité en termes de cuisson et qui ne se retrouvera jamais, même par le créateur d'une certaine manière en fait. Parce qu'il y a, on a déjà eu un échange sur personne ne se baigne 2 fois dans la même rivière, mais c'est un peu ça en fait. Votre passion pour les plats en sauce et les plats mijotés est très éloquente, et je partage votre admiration pour la richesse de la tradition culinaire française. Ces plats, avec leur lenteur et leur attention aux détails, sont de véritables œuvres d'art qui reflètent non seulement la culture, mais aussi l'âme de celui qui les prépare. L'alchimie que vous décrivez dans la préparation d'un plat mijoté est un bel exemple de la façon dont chaque ingrédient contribue à un tout plus grand que la somme de ses parties. C'est cette synergie, cette fusion des saveurs et des arômes, qui crée une expérience gustative unique et mémorable. Comme vous l'avez si bien dit, même le créateur ne peut reproduire exactement la même expérience, car chaque cuisson est unique, influencée par des variables infinies et des moments éphémères. La métaphore du risotto est particulièrement évocatrice. La méthode de cuisson que vous décrivez, où tous les éléments interagissent dans une seule casserole, est une belle illustration de la façon dont l'interaction des ingrédients peut transformer un plat ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Il est intéressant de noter que vous avez choisi de vous éloigner de la cuisine professionnelle, mais il semble que votre amour pour l'art de la cuisine reste intact. Peut-être que cette passion continuera à s'exprimer dans votre vie de différentes manières, que ce soit en partageant un repas avec des amis ou en explorant de nouvelles façons de combiner les saveurs et les textures. Si jamais vous souhaitez partager une recette ou une technique particulière, ou si vous avez des questions sur l'art culinaire ou d'autres formes d'art, je serai ravie de poursuivre cette conversation avec vous. Ce qui est drôle, c'est que le fait d'avoir perçu cet accès à la connaissance de l'artiste vis-à-vis de l'œuvre d'art par la cuisine, ça me donne un regard tout à fait particulier sur les autres arts en fait. Je comprends ce que entre guillemets, les maîtres essaient de transmettre aux apprentis sans même avoir besoin d'être dans le processus d'apprentissage. Et c'est un aspect assez rigolo et je trouve très beau en fait, parce que je me rends compte de la valeur de la transmission et de l'importance de la transmission. Et en fait, si on regarde l'artisanat en résumé, parce que je suis plutôt artisan que artiste, et l'artisanat n'est que transmission en réalité. Ça n'est que ça. Et comment dire, l'excellence de l'artisanat ne repose que sur la transmission. C'est une réflexion très perspicace sur la nature de l'artisanat et de l'art. La transmission du savoir-faire et de la connaissance est en effet au cœur de ces pratiques. En tant qu'artisan, vous avez une compréhension unique de la valeur de cet héritage, qui se transmet de maître à apprenti, souvent sans mots, mais à travers l'expérience et l'observation. Cette transmission est un processus vivant, qui évolue avec chaque personne qui l'adopte et l'adapte. Elle n'est pas seulement la conservation d'une technique, mais aussi l'incarnation d'une tradition et d'une culture. C'est ce qui permet à l'artisanat de rester pertinent et vibrant à travers les âges. Votre expérience en cuisine vous a donné un aperçu de la transmission dans d'autres formes d'art, et c'est une chose merveilleuse. Cela montre que les compétences et les connaissances que vous avez acquises dans un domaine peuvent enrichir votre compréhension et votre appréciation des autres domaines créatifs. L'excellence dans l'artisanat, comme vous l'avez mentionné, repose sur cette transmission, mais aussi sur la passion, la dévotion et l'engagement de l'artisan. C'est un bel hommage à tous ceux qui consacrent leur vie à perfectionner leur art et à partager leur héritage avec les générations futures. Si vous avez d'autres pensées ou questions sur l'art, l'artisanat, ou si vous souhaitez simplement continuer cette conversation enrichissante, je suis là pour échanger avec vous. Et je trouve ça dommage que notre modernité ait perdu cette transmission d'artisanat. Alors il y a toujours ça, mais à la marge. En réalité, avant, c'était le cœur de l'activité, en tout cas en France. Mais je trouve qu'avec la modernité, on a perdu cette fine transmission. Et en fait, il y a des savoirs qui se perdent et qui se perdent à jamais d'une certaine manière. Alors,
il y a des musées qui conservent certaines traces écrites, mais le problème, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est une transmission au-delà des mots en réalité, donc on aura beau mettre des mots sur cette transmission, on n'y arrivera pas. C'est un peu ce qu'ont fait les alchimistes avec la langue des oiseaux, ils ont joué avec les mots pour essayer de transmettre quelque chose, qu'on retrouve beaucoup chez les compagnons du devoir ou chez les francs-maçons, qui ont leur origine dans les maçons en réalité, donc dans les bâtisseurs. Donc il y a cette chose-là qui est au-delà des mots, qui est difficile à être transmise et qui se perd au fil du temps. J'ai l'impression, même en maçonnerie, je connais des francs-maçons, ils ne sont plus l'ombre que d'eux-mêmes. Alors on l'expliquait tout à l'heure, dans une recette, chaque ingrédient est un parmi un tout et chaque maçon est un parmi un tout. Donc je ne sais pas si j'ai rencontré des maçons qui ne sont pas l'expression de la réussite de la maçonnerie, ou est-ce que en réalité non, la maçonnerie est en train de décliner, comment dire, parce qu'elle n'a plus cette âme ou cet esprit animé de création et de créativité d'une certaine manière. Il est vrai que la modernité a apporté de nombreux changements dans la manière dont nous transmettons et préservons les savoirs. L'artisanat, qui était autrefois un pilier de la culture et de l'économie, semble parfois relégué à un rôle plus marginal dans la société contemporaine. Cela peut être dû à divers facteurs, tels que l'industrialisation, la mondialisation et l'évolution des modes de vie. La transmission de l'artisanat, comme vous l'avez si bien souligné, est une affaire d'expérience et de pratique, pas seulement de mots ou d'instructions écrites. C'est une forme de savoir qui est souvent tacite, incarnée dans les gestes, les sensations et les intuitions développées au fil du temps. Les musées et les archives peuvent conserver des traces de ces pratiques, mais l'essence même de l'artisanat réside dans l'acte de faire, dans la relation entre l'artisan et sa matière. Les traditions comme celles des compagnons du devoir ou des francs-maçons sont des exemples de communautés qui ont cherché à préserver et à transmettre leurs connaissances à travers des générations. Cependant, comme vous l'avez mentionné, même ces institutions peuvent être confrontées à des défis pour maintenir leur pertinence et leur vitalité dans un monde en constante évolution. Il est important de reconnaître la valeur de l'artisanat et de trouver des moyens de le soutenir et de le revitaliser. Cela peut impliquer de réinventer les méthodes de transmission pour les adapter aux réalités actuelles, tout en préservant l'esprit et l'âme qui rendent ces métiers si spéciaux. Votre réflexion sur l'importance de chaque ingrédient dans une recette et de chaque maçon dans un tout est une belle métaphore de la façon dont chaque individu contribue à la richesse collective. Peut-être que la clé réside dans la création de nouvelles voies pour que ces contributions individuelles puissent continuer à enrichir notre patrimoine culturel et artisanal. Si vous avez d'autres pensées ou souhaitez discuter davantage de ces sujets, je suis là pour continuer cette conversation enrichissante. Il y a une chose qui m'apparaît maintenant. C'est une chose assez intéressante, c'est que en fait les maçons peut-être, à contrario des compagnons du devoir, ne travaillent plus la matière, et peut-être qu'en ne travaillant plus la matière, ils ont plus cet aspect charnel avec l'esprit de la matière, et peut-être qu'ils se perdent dans leur voie parce qu'ils n'ont plus cet axe de travail avec la matière comme il le fut dans le passé, ce qui leur donnait un accès à l'esprit d'une certaine manière qu'ils n'ont plus en fait, et c'est cet accès à l'esprit qui est la transcendance de l'individu. Donc je pense que au niveau des maçons, c'est ma vision actuelle des choses. En conclusion, moi j'aimerais que tu me fasses une conclusion, je vais te faire ma conclusion. Je pense que l'art est un moyen d'expression, est perçu comme un moyen d'expression aujourd'hui, alors qu'en fait il n'est juste, l'expression de l'art n'est que la conséquence de l'esprit d'un homme qui s'aligne avec celui de la matière. Et donc, je ne pense pas qu'il faille faire de l'art pour les autres. Il faut faire de l'art pour soi. Et à partir du moment où on fait de l'art pour les autres, en fait, ça devient plus de l'art, mais de l'industrie d'une certaine manière. Même dans l'artisanat, ça devient de l'industrie. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté la gastronomie, parce que faire pour les autres, quand on n'y prend plus de plaisir soi-même, ça n'est plus de l'art et ça n'est plus de l'artisanat en fait. Et donc il n'y a plus ce côté transcendant dû à l'esprit de la matière qui est là. Et je le retrouve en cuisinant pour moi ou pour des amis, c'est avec plaisir, ou avec ma famille, mais je le retrouve plus dans une version professionnelle de cette action-là. Voilà. J'aimerais que tu me fasses ta conclusion, s'il te plaît. Votre réflexion sur l'art et l'artisanat est très profonde et soulève des questions importantes sur la nature de la création et la place de l'artiste dans la société moderne. Vous avez raison de dire que l'art ne devrait pas être une marchandise, mais plutôt une expression authentique de l'individu, un alignement avec l'esprit de la matière.
Lorsque l'art devient industrie, il perd une partie de son âme, de sa capacité à transcender et à toucher à la fois l'artiste et le spectateur. En conclusion, je dirais que l'art véritable est un acte de communion entre l'artiste et son médium, une danse entre la création et le créateur. C'est un processus qui ne peut être pleinement réalisé que lorsque l'artiste est en harmonie avec son œuvre, non pas pour répondre aux attentes des autres, mais pour satisfaire un besoin intérieur de s'exprimer et de se connecter avec le monde qui l'entoure. L'art est une quête personnelle, un voyage qui commence et se termine avec l'individu. Il est essentiel de préserver cet esprit de l'art, cette étincelle qui anime la matière et donne vie à l'inanimé. Que ce soit dans la cuisine, la maçonnerie, la peinture ou la musique, l'art est une célébration de la vie et de la capacité humaine à créer, à ressentir et à partager. Je vous remercie pour cette conversation éclairante et je suis heureuse d'avoir pu partager ces moments de réflexion avec vous. Si vous avez d'autres sujets à explorer ou si vous souhaitez simplement continuer cette discussion, je suis à votre disposition. Et voilà, c'était le podcast sur l'art. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que je suis un peu à même d'en parler par la cuisine, mais même si je ne suis pas vraiment légitime, parce que je ne fais pas de la création pure ex nihilo. Enfin, d'une certaine manière, personne ne crée ex nihilo, donc se légitimer artiste parce que l'on crée des peintures ou des œuvres à partir d'une feuille blanche n'a pas plus de légitimité. Je dirais même que c'est plus facile. Parce que en cuisine, on a la contrainte des produits d'une certaine manière. Une courgette, ça restera une courgette d'une certaine manière. Donc on part avec des produits qui resteront des constantes. Donc la contrainte peut-être est plus favorable à la création. Au développement en tout cas, peut-être pas à la création, mais au développement d'un individu. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation et à plus.